Éveiller les consciences en portant un regard contemporain sur le lien qui continue d'exister avec le passé, l'histoire et la tradition. On parle photographie ce matin avec le travail d'un artiste, Jerno Odang, qui utilise l'image comme le moyen de poser des questions, car la photographie n'est pas que le reflet du réel, c'est aussi l'art de montrer ce que l'on pense, ce que l'artiste voit et comprend du monde qui l'entoure. Poser des questions donc sur ce que l'on prend parfois pour acquis et notamment sur sa propre histoire, en l'occurrence celle des Bouches-Chiningués et du marronnage. Jerno Odang, bonjour. Bonjour Victor, c'est tellement bien présenté, j'ai presque plus rien à dire. C'est bon, on pourra utiliser la description pour la future fiche Wikipédia. Je pense. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu de ce que vous faites. Photographe, je le disais, vous avez exposé à Paris, à Miami et aux Pays-Bas aussi également. Avant de parler de votre travail, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur votre parcours pour toutes les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes né au Suriname en 1992 et puis ensuite vous avez grandi à Kourou. Aujourd'hui, vous habitez à Cayenne et ça fait maintenant quelques années que vous arrivez à vivre de ce que vous faites. Votre premier contact avec la photographie, Jerno Odang, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, on va dire, ou bien ça s'est fait petit à petit? Je dirais que ça s'est fait progressivement. Alors, quand j'étais plus petit, pendant les jours de fête comme Noël ou jour de l'an, j'utilisais les petits appareils photo jetables Ouais. pour faire des photos, donc c'était très amusant. Et un peu plus tard, j'ai découvert l'appareil photo, en tout cas la photographie, au sein d'une association qui faisait des courts-métrages. Et donc, je me suis prêté au jeu de faire des photos de plateau. Ouais. Donc, tout de suite après, ça m'a plu. J'ai commencé à publier les photos sur les réseaux sociaux. J'ai eu des encouragements. Je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? Et donc, j'ai commencé à apprendre un peu sur des tutos. Donc, j'ai appris sur le tas, hein, sur des tutos. Donc, je reproduisais un peu. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres photographes guyanais que j'observais à travers les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des collaborations avec eux, avec des modèles aussi. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Puis, j'ai eu mon premier mariage. J'ai avec aussi WeMove à l'époque dans des soirées pour France Guyane. Oui. J'ai fait d'ailleurs la photo de couverture des mouvements sociaux en 2017 qui a beaucoup fait parler. Et, Oui, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui sur votre compte Instagram des photos qui datent de 2017, des belles photos en noir et blanc et qui montrent voilà les mouvements sociaux de l'époque avec toutes les personnes qui étaient descendues dans la rue. Exactement. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas utiliser cette pratique-là pour faire l'introspection de moi-même, rechercher un peu à qui je suis à travers cette pratique-là. Donc j'ai essayé un peu comment dire, de développer ma signature, de développer une photographie, je dirais, artistique. Oui. Donc je me suis rapproché des rencontres photographiques de Guyane qui m'ont aussi accompagné dans ce sens, qui m'ont aussi accompagné en 2021 comment dire, Pour une première exposition. pour une première exposition. Oui. D'abord une résidence artistique en Martinique qui a duré pendant 2 mois. Oui. Dans lequel j'ai cherché un peu les traces des marrons en Martinique, au-delà de la vision du marronnage amazonienne. Donc je voulais voir un peu, parce que partout où il y a eu de l'esclavage, il y a eu du marronnage. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces territoires-là et qu'est-ce qui en reste? Même si les traces ne sont pas aussi brutes qu'en Guyane, mais il en reste des choses. Et qu'est-ce qui en reste de cela? Donc peut-être que j'ai sauté un peu des étapes. Non, mais vous en faites pas. Au moins, je pense que les personnes arrivent un petit peu à voir finalement tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a eu tout de suite, dès que vous avez commencé à faire de la photographie, vous avez commencé à en parler justement de ces liens avec la culture marronne, il y a eu cette volonté d'être un photographe ancré justement dans sa culture? Oui, dès le départ, déjà, je suis un peu un rebelle. Ouais. Je pense que je tiens cela de mes ancêtres marrons. Et donc, l'idée première, quand j'ai commencé la photo, c'était de mettre la femme noire en avant, les noirs en avant. Ouais. Et donc, je prenais beaucoup de personnes issues de ma communauté, parce que ça fait aussi partie
comment dire, la revalorisation de soi et travailler sur l'estime de soi. Oui. Il y avait pas mal de stéréotypes autour de ces communautés-là. Donc, l'idée aussi, c'était de retravailler sur ça, pour pouvoir affirmer son identité pleinement. Oui, la photo, elle permet ça finalement aussi de montrer ce que l'on est en disant, ben voilà, regardez ce que moi je suis capable de prendre. Exactement. Donc, premièrement, ça a été ça. Et de fil en aiguille, j'ai plutôt, disons que je me suis concentré sur l'histoire des Marrons, l'histoire de moi-même. Je me suis recherché parce que, disons que j'étais un peu éloigné en quittant le Suriname Oui. de cet environnement. Donc, l'idée, c'était de ne pas me détacher complètement de cela, de continuer d'avoir cet attachement, d'apprendre chez les anciens, d'apprendre sur la spiritualité, chose qui est parfois diabolisée, et donc aussi de transmettre ces valeurs-là autour de moi. Et ça veut dire qu'il y a presque une démarche spirituelle en fait dans votre travail. Il y a évidemment une dimension artistique, mais aussi personnellement l'envie et l'ambition de trouver quelque chose qui fasse sens pour vous. Ben, je dirais, en tout cas, j'ai toujours des questions existentielles. Ouais. Lesquelles par exemple? Ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Quel est le but de la vie? Où est-ce qu'on va après la mort? Des questions comme cela. Et en fait, je me dis, mais est-ce qu'on est né juste pour payer des factures et mourir? Je me dis que peut-être pas. Et peut-être qu'on pourrait chercher cela. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre. Et je me dis parfois que c'est un peu comme un jeu vidéo. Avant d'être ici, il y a des gens qui étaient déjà là, ils les ont mis dans le jeu vidéo, on ne les a pas expliqué les règles. Et nous-mêmes, et eux, ils ont créé des règles parce qu'il faut créer une société. Donc, ils ont créé leur monde, leur société. Et donc, on arrive et donc on prend pour acquis ces règles qui sont dans les sociétés. Mais à quel moment on va se remettre en question? À quel moment on va voir le monde à travers notre propre prisme et ne pas le voir à travers le regard des autres? Et donc, il y a aussi ce travail personnel à faire sur soi-même, de désapprendre tout ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit, que ce soit à l'école, que ce soit au sein de la famille. Donc, déconstruire toutes ces pensées-là pour pouvoir se reconstruire par soi-même. Donc, il y a tout un travail de conscientisation à faire sur soi-même, aussi pour découvrir qui nous sommes. Oui, c'est vrai qu'un mot qui revient quand même très souvent, voire tout le temps dans toutes les descriptions qui sont faites de vous sur Internet et sur toutes les pages de sites, voire de blogs, c'est éveilleur de conscience, conscientisation, enfin travail de conscientisation. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus et peut-être nous donner un exemple peut-être concret d'une remise en question finalement que vous faites à travers votre travail et votre photographie, Jerno Odang? Bah écoutez, il y a pas mal de choses parce que, vous savez, en tout cas, la communauté Saramaka, par exemple, Oui. ils ont, il y a- ils sont arrivés en Guyane française. Il y a eu un choc culturel parce que il y a pas mal de choses qui découvrent, qui n'étaient pas forcément dans leur société, qui n'étaient pas forcément liées à leurs valeurs. Dans la Guyane d'aujourd'hui, vous voulez dire? Ou dans la Guyane du passé? Dans la Guyane... De manière générale. De manière générale, Oui. que ça soit dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Les choses évoluent, bien sûr. Mais il y a eu ces chocs-là qui peuvent provoquer aussi des déséquilibres par rapport à nos valeurs. Et parce qu'il faut comprendre ce monde-là, ce monde qui est guidé aussi par le capitalisme, et comment en fait ne pas être pris au piège. Il faut pouvoir comprendre ce monde-là pour rentrer dedans. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir comprendre ces environnements, mais aussi comprendre, garder ses valeurs. Et comment on fait pour rester entre ces deux-là, entre le... comment ne pas se déshumaniser en vivant dans un monde comme celle-ci. Et arriver à jongler finalement entre la Guyane et le Suriname, l'histoire finalement, votre histoire familiale, l'histoire traditionnelle et la culture finalement qu'il peut y avoir dans la Guyane d'aujourd'hui. Oui. C'est difficile d'arriver à jongler entre les deux quand on est un photographe comme vous? C'est jamais facile. Mais
comment dire, il faut parfois il y a des comment dire. Il y a quoi? Il y a un travail. L'idée, c'est de se rappeler qui nous sommes Oui. pour pouvoir avancer dans le temps. Il y a des situations qui peuvent nous attirer, mais rappelons-nous toujours qui nous sommes. Je dis souvent que, en fait, ce monde capitaliste nous montre des richesses qui ne sont peut-être pas des richesses par rapport à nos valeurs à nous. Oui. Est-ce que nous pensons aux valeurs anciennes de nos ancêtres avant de se lancer sur certaines choses? En parlant de tout ça, il y a quelques mois, vous êtes allé au Suriname pour le tournage d'un documentaire au Suriname en territoire Sahamaka. C'est quoi exactement ce projet? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? J'ai cru comprendre que c'était à mi-chemin entre le documentaire et la quête spirituelle intérieure de votre part, finalement, Gerno Odang. C'était un peu tout cela. C'est un projet qu'on prépare avec un réalisateur, Erwan Le Guillermic, qui m'a approché il y a avant la période Covid. Donc on devait faire ça depuis 2019, si je ne me trompe pas. Et puis il y a eu des événements qui ont repoussé tout cela. Et puis en 2024, on a pu trouver un créneau pour partir au pays, au village Sahamaka. En fait, c'était un peu pour refaire mon parcours. Enfin découvrir la société Sahamaka, mais à travers mon parcours. D'accord. Donc, étant une personne aussi, je dirais, spirituelle, donc il y a un peu de ce côté mystique, je dirais, que parfois on peut découvrir à travers mes photos dans ce documentaire. Un documentaire qui sera bientôt disponible, bien sûr, dans quelques mois, à la télé, dans quelques mois. En préparant les questions, je suis tombé sur un post que vous aviez publié il y a quelque temps maintenant sur Facebook, et je vous cite, hein: certaines personnes arrivent dans les villages et les communautés marrons et autochtones avec une vision auto-centrée et prétendent ramener l'art au sein de ces communautés car l'art est peu connu chez eux d'après eux. Une fois de retour dans l'Hexagone, elles s'auto-proclament ces personnes expertes dans un art dont elles détiennent seules la vérité et en tirent profit de cette manière. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, parce que ça fait le lien finalement avec ce qu'on a commencé à se dire sur la nécessité aussi qu'il y ait des artistes comme vous qui parlent de leur culture pour ne pas que d'autres en parlent à leur place? Oui, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent aujourd'hui, et les Occidentaux, ils arrivent et d'abord ils vont peut-être mettre des règles, des lois, oui, qui vont nous interdire de vendre notre art, ou peut-être même par rapport à la forêt, couper certains arbres. Des choses comme ça. En disant ça c'est de l'art, ça n'en est pas. Et donc ces mêmes personnes vont s'autoriser ils vont vouloir apprendre déjà le tembé par exemple. Oui. Et ils vont partir en métropole et là-bas ils vont enseigner cela, faire de l'argent avec, sans avoir de retour dans la communauté. Et je trouve ça assez problématique. J'en discutais avec une amie, je disais que peut-être qu'aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour protéger ces œuvres, protéger le tembé, parce qu'aujourd'hui, le tembé est utilisé n'importe comment, sur des logos, un peu partout, sans vraiment comprendre la profondeur du tembé. Et je pense que il faut comprendre un peu plus, aller plus en profondeur pour comprendre cela et donner le respect que ça mérite. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on essaye de préserver tout ce qui va toucher au patrimoine, peut-être pas scientifique, mais en tout cas avec les plantes médicinales par exemple. On voit très bien que parfois il y a certaines entreprises, certains chercheurs qui arrivent dans les communautés, qui utilisent ces savoirs-là pour ensuite se faire de l'argent. Il faudrait faire la même chose, préserver de la même manière finalement le savoir-faire artistique des communautés. Exactement, et au-delà du côté esthétique du tembé, il s'agit aussi d'une écriture, oui. Il s'agit aussi de spiritualité. Quand un artiste tembé dessine son tableau, ce n'est pas juste pour faire beau. Enfin, de plus en plus aujourd'hui, avec
ces mouvements qui changent, les gens ils vont demander peut-être pour de dessiner quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas ce qui se faisait avec le temps. Bon, Ouais. on peut parler d'évolution, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut pouvoir se poser concrètement. Et ne pas avoir un rapport purement esthétique à l'art Tembe, là en l'occurrence, mais de n'importe quel art. Il faut essayer aussi un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'il y avait à l'origine et qu'est-ce qui a fait que l'art Tembe est ce qu'il est aujourd'hui. Oui, parce que ce genre de pratique peut faire qu'on perd le côté authentique Ouais. des choses. Donc c'est ce qui peut être dommage. Quand on regarde votre travail, Gerno Odang, il y a des portraits, des photos de paysages, de la couleur, du noir et blanc. Il y a des photos très travaillées dans la mise en scène, dans la lumière, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus minimalistes. Vous faites aussi de la photo, on en a parlé tout à l'heure, presque parfois comme un photoreporter. Est-ce que c'est volontaire de votre part de ne pas vous limiter à un seul style et de rester le plus ouvert possible, esthétiquement parlant? Je dirais que cette façon de photographier représente un peu le personnage. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas m'enfermer dans des cases. Oui. J'aime être ouvert. Et je peux faire de la photo très artistique, comme je peux faire quelque chose de très minimaliste. Ça dépend en fait des choses et de ce que j'ai envie, l'énergie que j'ai envie de transmettre Oui. à ce moment précis. Dans de la photo reporter, je peux faire du reportage, mais je peux aussi faire de l'artistique. Ça dépend de l'énergie et du sentiment que j'ai envie de transmettre à ce moment-là. C'est vraiment ça le fil conducteur finalement de tout ce que vous faites dans votre travail, l'énergie que vous avez envie de montrer dans les images, peu importe la couleur, ce que vous allez montrer, ce sera peut-être des humains parfois ce sera de la nature. Ce que vous photographiez, c'est pas le plus important, c'est vraiment cette énergie-là que vous avez envie de mettre en avant. Totalement, parce qu'il y a le côté esthétique qui permet d'appeler la personne, qui fait rentrer la personne dans l'image. Mais Oui. après cela, il y a quand même une énergie, il y a quelque chose qui va au-delà en fait de l'image. Et c'est cette énergie-là que j'ai envie de transmettre autour de moi. C'est quoi pour vous une bonne photo? Qu'est-ce qui va faire quand vous regardez votre appareil après avoir pris une photo que vous allez vous dire oui là c'est bon, je suis satisfait de ce que j'ai pris? Qu'est-ce qui serait une bonne photo? Ouais, Euh, ouais, je sais. Question simple, mais question difficile ce matin, 7h35. Alors là, je dirais une photo qui pourrait faire réagir la personne D'accord. de Le manière, spectateur? le spectateur, de manière peut-être émotive. Hmm. Que si cette personne-là peut être émue, si la personne peut pleurer, ça voudrait dire que j'ai réussi à transmettre Une émotion. une émotion, l'énergie, justement, de la vibration. Et je suis beaucoup sur ce côté sensoriel dans mon travail. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que je pourrais dire qu'il s'agit d'une bonne photo. Alors justement, la transition, elle est toute trouvée pour parler du grand projet sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, l'aspect sensoriel, on va dire, des choses. C'est un projet qui consiste à rendre le son, mettre le son en image. C'est un projet expérimental et qui est encore en cours. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? C'est quoi exactement mettre le son en image, Gerno Odang? Alors, ce projet-là est parti d'une longue réflexion sur ma pratique artistique. Oui. Donc l'idée, c'était vraiment comment dire, déjà de trouver une façon de développer ma pratique artistique au-delà de l'image. Et ensuite, comment je peux questionner, disons, le monde dans lequel on vit, ou la métaphysique, on va dire, négro-africaine. Comment les Africains primordiaux voyaient ce monde, comment ils voyaient ce qui les entoure. Et en fait, dans pas mal de traditions ou de religions ou de croyances, le sang est à l'origine du monde. Mm. Les Africains, ils avaient déjà leur perception du divin avant qu'il y ait d'autres religions importées en Afrique. Et ils n'avaient pas la prétention de dire qu'il s'agissait de Dieu, mais d'une énergie vitale. Et cette énergie vitale a une vibration, une fréquence, des ondes qui se transmet en vibration, qui forment ou qui déforment la matière. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas interroger tout cela, cette énergie vitale-là, par le son.
Et parce que le son a cette faculté de former ou de déformer la matière. D'ailleurs, le son aussi, on est, comment dire, l'eau est très sensible au son. Oui, avec le principe de l'onde, par exemple. Exactement. Et donc, l'humain est composé de 70% d'eau, ce qui veut dire qu'on est, on est aussi, comment dire, sensible à cela. Oui, et que notre corps réagit finalement aussi au son, à la musique, à l'oralité. Exactement. Et ces vibrations peuvent former des figures géométriques, ce qu'on peut aussi appeler la géométrie sacrée. Je me suis dit, pourquoi peut-être ne pas interroger aussi le també, ces figures géométriques, avec le son. Donc, si j'ose si bien finalement interroger le tembé comme si son origine venait du son, du bruit, de la musique. En tout cas, ce que j'interroge d'abord, c'est les formes géométriques. Oui. Et donc, sur les tambés, il y a des formes géométriques. C'est un peu de comprendre peut-être l'origine, peut-être d'où ça vient, peut-être les connexions aussi avec le continent africain. Je suis sur ces recherches-là en ce moment. Ce que je disais tout à l'heure sur l'humain, l'être humain, en tout cas, est très sensible à cela, et on est sensible au son qui nous entoure, qui peut aussi nous mettre dans certains états. Parfois, on ne se rend même pas compte des sons qui nous entourent, parce qu'il y a des sons, il y a des ultrasons, il y a des sons qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas entendre, qui peuvent aussi nous conditionner notre être. Et donc, travailler sur cela, pour mettre en conscience en tout cas les personnes qui utilisent les sons ou qui peuvent aussi être en tout cas je dirais c'est une façon d'expliquer la tradition. Et encore une fois, et on en revient, et surtout vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on en revient à ce que vous aviez commencé à nous dire tout à l'heure, à savoir rendre visible ce qui nous apparaît comme invisible la plupart du temps. Totalement. Par là, si je peux le dire, c'est une façon de parler de spiritualité. Oui. Et quand on parle de spiritualité, pour moi, c'est de la science. Les Occidentaux diront que c'est de la sorcellerie, et moi je dirais que c'est de la science. Et je pense que partout dans le monde, chaque civilisation a sa façon d'expliquer les choses, sa façon de voir les choses, mais si on regarde de manière plus profonde, ces choses-là peuvent se connecter quelque part. Dernière question, Jerno Odang. J'aimerais vous faire réagir sur une phrase que j'ai lue tout à l'heure d'une photographe et vidéaste qui s'appelle Valérie Jouve et qui dit, je la cite, je ne prends pas l'autre en photo, je compose avec lui, nous composons à deux. C'est quoi le rapport que vous avez, vous, avec les personnes qu'on voit dans vos images? Est-ce que vous les voyez uniquement comme des modèles, ou bien il y a une vraie relation finalement qui va se jouer entre elles et vous? Totalement. Et la personne que je prends en photo, surtout, je pense que je prends une énergie. Ouais. Il s'agit d'une énergie. Et comment, en fait, cette énergie peut s'exprimer pleinement. Et c'est surtout ça. Et ça interagit aussi avec l'énergie du photographe, l'énergie que le photographe va mettre aussi, l'amour que le photographe va mettre sur cette séance photo. Et comment cette personne-là pourra s'ouvrir aussi au photographe pour que le photographe puisse rendre à l'image ce qu'il voulait. Et ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un travail aussi parfois de mise en confiance des personnes que vous allez photographier? On sait bien parfois qu'un objectif, ça peut être un petit peu effrayant, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être pris en photo, voire qu'on déteste se voir en image. Est-ce qu'il y a un travail aussi j'y vais peu à peu progressivement en tant que photographe pour faire en sorte que la personne, elle se livre finalement le plus facilement possible? Totalement. Vous savez, les premières photos, quand vous commencez une séance photo, c'est jamais... Rarement, je dirais. C'est rarement les bonnes. C'est au fur et à mesure, vous découvrez que peut-être que la personne en face de vous s'ouvre de plus en plus parce qu'elle se sent de plus en plus en confiance. Pour libérer l'énergie dont vous parliez depuis tout à l'heure. Totalement. Dernière petite précision, s'il y a des auditeurs qui ont envie de suivre un petit peu votre travail, Jerno Odang, ça se passe où? Ça se passe comment? Alors, I am Jerno ou Jerno Artpics.
Il y a également une page que j'ai oublié de parler, allez-y, rapidement, mais allez-y, ouais. Sama Kanenge, dans lequel je partage pas mal de choses de la communauté. Cette page-là aussi qui m'a ouvert un peu à l'international aujourd'hui, qui est suivie par plus de 98 000 personnes. Donc vous pouvez aussi me suivre sur Sama Kanenge.